Salut tout le monde, Dan Gagnon ici pour le retour du podcast Dan Gagnon gratuitement. Je suis super content et si je suis de retour, c'est pas un hasard, c'est parce qu'on a un sponsor, c'est audible.fr, donc audible.fr, une société que je connaissais au Canada et en Amérique du Nord parce qu'ils font des livres audio. C'est aussi eux qui propulsent une série de podcasts, mais ils font aussi des livres audio et j'ai toujours aimé entendre des livres. Ça me donne l'impression de m'améliorer en tant que personne, même si en soi, je fous rien. Donc je mets ça dans mes oreilles au lieu d'écouter Despacito pour la 8 millionième fois, je chope des livres et si vous inscrivez maintenant sur audible.fr, le premier livre audio est gratuit. Donc il y a deux catégories que je vous conseille. Il y en a une, c'est les livres lus par leurs propres auteurs. Entre autres Didier Van Collaert qui va lire, t'as Laurent Deutsch qui va lire ses livres sur l'histoire à Paris, je vous conseille. Et sinon moi, j'écoute beaucoup de livres comme développement. J'essaie d'être une meilleure personne. Et il y en a un qui s'appelle La semaine de 4 heures. C'est un best-seller du New York Times. Vous pouvez l'avoir en français. C'est Timothy Ferriss. Je vous conseille d'aller faire ça. C'est sur audible.fr. Audible.fr, nouveau sponsor de Dan Gagnon gratuitement. Et là, comme j'ai pas de jingle, je vais juste en faire un à la bouche avant de vous présenter le premier épisode. Je suis tellement content de revenir et en plus, c'est un des meilleurs êtres humains de tous les temps avec qui je m'entretiens aujourd'hui. Le fascinant Yacine Bellous. Podcast. Cette installation est merveilleuse. Ah, elle est old school. Je dois tenir l'antipop dans ma main. Ouais, mais ça te donne un côté vachement classe parce que t'as un antipop. que tu vois ça, moi je voyais ça que dans les séries. Je crois que le premier antipop que j'ai vu, ça devait être genre dans Hélène et les garçons, parce qu'Hélène a commencé à chanter, il y avait un producteur véreux qui voulait en fait coucher avec elle, je crois. Elle était majeure ou elle était majeure ou je crois qu'elle était majeure dans la série. Ah, je sais plus. Oh merde, ouais, putain, je viens de ouais, parce que moi je voyais que le côté pas cool de genre pour devenir une star, les producteurs ils essayent d'abuser des jeunes femmes qui veulent devenir chanteuses, surtout qu'Hélène on l'aimait beaucoup. Ouais. Moi je devais l'aimer en secret normalement parce que j'avais pas le droit, si tu veux, comme j'étais un garçon, je devais pas regarder Hélène et les garçons. Ah oui, non, c'était nul. Hélène et les garçons, de filles. Oui, bah oui. C'est les filles qui regardent. Alors que toi, tu préférais regarder les Chevaliers du Zodiaque, Dragon Ball Z, les choses plus violentes où il y a des affrontements, où les hommes sont des hommes et les femmes font « Oh non, mon mari va se battre contre Freezer !» Quoique, mine de rien, dans Dragon Ball Z, les femmes sont très fortes. Ouais. Sangoku a seulement peur d'une seule personne, c'est Chichi, sa femme. Ok. Pardon, c'était un test. On a bien testé. Ah, ben oui, très bien. Et comme vous vous en êtes très certainement rendu compte, vous écoutez Dan Gagnon gratuitement, le podcast où des humoristes viennent puis ils n'ont pas besoin d'être drôles. Voilà, c'est juste. J'espère, parce que j'ai rien préparé. C'est un safe place pour humoristes. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe avec un humoriste quand tu parles avec et qu'il essaie pas d'être drôle? Parce que c'est mon postulat de base. La plupart du temps, quand les humoristes sont invités à un endroit, c'est pour faire ce qu'ils savent faire rire. Ah. Mais au final, ça te donne parfois l'impression qu'ils sont un peu unidimensionnels. Et moi, j'aime bien aller causer avec les gens et raconter leur histoire. Bon, Yacine, ta plus grosse blessure, parce qu'on est avec Yacine Bellous, ta plus grosse blessure d'enfance, c'est laquelle? Waouh, blessure d'enfance, carrément. Là, il met tout de suite dans un truc psy et tout. Ok, attends, je réfléchis. Je pense, un des trucs les plus difficiles pour moi, ça a été de la communication. Ne pas réussir à comprendre des trucs. C'est-à-dire communiquer avec les gens en général, on se rend compte que c'est difficile quand on est adulte, mais moi je me suis rendu compte vraiment en étant enfant. En me disant, mais sans déconner, j'arrive pas à me faire comprendre quoi. Alors soit il y a un problème dans l'émetteur, soit dans le récepteur, mais en tout cas il y a des problèmes de communication. Ça a été difficile, je pense. Plein de fois j'ai essayé de... En fait c'est le problème de se faire des potes. Tu vois, de comprendre l'autre et tout ça. Et donc je pense aussi que c'est pour ça que je suis devenu quelqu'un d'assez sociable, j'aime bien me faire des potes, et en même temps assez solitaire à la fois. Je suis sociable et super solitaire à la fois, parce que j'ai toujours ce truc de, j'ai l'impression, sans déconner, que je suis pas complètement compris. Ben c'est drôle parce qu'on se connaît depuis un petit bout de temps, et c'est un truc que je t'ai déjà entendu dire. Moi, la raison pour laquelle j'ai fait de la comédie, c'est pour voir si les gens allaient me comprendre. Ah bah oui. Donc ça te suit encore aujourd'hui, cette obsession-là. T'as l'impression de crier dans le désert des fois. Des fois, c'est pas ça. C'est crier dans le désert, c'est plus le fait de pas avoir d'écho ou d'attitude de gens qui disent « Oh, je suis d'accord avec toi » ou « J'entends. » Oui, j'ai reçu. Moi, je pense que les gens reçoivent les sons, mais je suis pas sûr qu'ils captent ce que je veux dire. Et en gros, je suis pas sûr qu'ils voient l'idée que j'essaye de dire. Et c'est pas une question de que l'idée est compliquée. Hein. C'est pas du tout compliqué. C'est que l'idée est personnelle. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent au centre de ce que j'essaye de faire. C'est de faire des trucs un peu personnels, mais qui sont quand même... qui des fois, les gens me disent « on comprend pas, c'est trop bizarre ».
Et j'essaye d'être au plus proche de moi pour justement trouver un moyen d'être de plus en plus compréhensible. Donc je deviens chiant parce que je verbalise énormément. C'est-à-dire que toutes les émotions qui me traversent sont verbalisées. Donc pour les gens, c'est hyper lourd. Toi qui fais l'amour, ça doit être particulier. Ouais. Ah, je ressens un peu de chaleur à l'intérieur. Exactement. C'est peut-être de l'excitation, c'est peut-être de l'amour, je sais pas. Alors je verbalise pas toutes les sensations, je verbalise toutes les émotions. C'est-à-dire que sinon, ce serait vraiment chiant. Là, effectivement, je suis assis confortablement et je trouve qu'il fait à peu près 27 degrés à l'extérieur. Ce serait vraiment très lourd, mais expliquer tout le pourquoi tu fonctionnes, c'est quand même c'est bizarre. Et par exemple, j'ai des problèmes avec les gens qui sont froids. La froideur, c'est quelque chose qui me violente énormément. C'est-à-dire que justement parce que j'ai pas un écho permanent de gens qui font oui, comme là, tu es en train de noder. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui. Quand les gens sont froids et ont des poker face, parce que des fois, il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement. Il y a des gens, ils affichent pas leurs émotions. L'écran de leur visage n'affiche pas l'émotion que leur disque dur de cerveau envoie. Ça existe et c'est pour moi, c'est à la fois très marrant et à la fois terrifiant. Le mec, je sais pas s'il est content, je sais pas s'il a peur, je sais pas s'il est heureux, et ça me met dans un état de malaise en fait. Donc pour toi, l'enfer, c'est que des gens qui t'écoutent sans réagir. Pour moi, l'enfer, c'est des gens, absolument, qui m'écoutent sans réagir et dont j'ai la certitude qu'ils ne comprennent, qu'ils m'entendent, qu'ils arrivent à... que ce que je dis, c'est intelligible pour eux, mais qui ne comprennent pas l'émotion. Ils comprennent chaque mot, mais pas le sens. Voilà. L'émotion surtout. Pour moi, c'est très émotionnel. La vie, c'est un monde émotionnel. Il n'y a pas un monde... C'est très, très émotionnel. C'est très rythmique et émotionnel. Est-ce que tu as toujours été comme ça? Mais oui, c'est pour ça que je te dis c'est relou. C'est que quand j'étais petit... Ouais, normalement, on dirait quelque chose que tu apprends dans une retraite à 52 ans. Tu étais un mois au Tibet, mais tu non, reviens. Mais c'est pas ça. Mais je me moque pas, je pense que tu as raison. Tu vois ce que je veux dire. Non, mais j'entends ce que tu veux dire. J'entends, mais c'est pas aussi malin que ça. C'est pas très intelligent. Je tiens à préciser que quand je dis émotionnel, c'est pas j'ai été faire de la méditation au sommet des montagnes. C'est juste que depuis que je suis petit, j'ai l'impression que en fait, ma vérité, c'est que j'adore les gens. Je les kiffe. J'aimerais beaucoup être leurs amis, mais on ne se comprend pas et ils me terrifient. Donc du coup, il y a énormément de barrières qui fait que c'est tout ce que je fais sur scène, hein. C'est tout ce que j'explique vraiment. Je suis fan des gens, j'aimerais devenir l'ami des gens, mais ça n'existe pas. Moi, je serais capable d'avancer sur quelqu'un, de lui toucher le visage. Ça n'existe pas, tu vas terrifier la personne. Et si quelqu'un me le fait, je suis en panique numéro 7, d'accord? Sur une échelle de 6. Oui, c'est ça, je veux dire. Et alors que 5, c'est déjà tuer tout le monde et leur descendance. Tu comprends? Oui. Alors voilà, je pense que comme tu parlais de blessures d'enfance, de choses qui sont tristes, je pense que c'est des blessures qui sont de l'ordre de la... Solitude émotionnelle. Solitude émotionnelle, voilà. Ou du moins de peur de ne pas avoir de pont. De ne pas être compris. Je dis souvent ça, je ne sais pas pourquoi je le dis, mais pour moi, les ponts, c'est des endroits où c'est un endroit sûr dans lequel deux rives se rencontrent. Et des fois, dans la vie, j'ai pas ça. Et quand j'ai pas ça, je peux pas avoir de contact avec la personne. Je m'en fous que la personne soit super différente, qu'elle ait des avis hyper tranchés, hyper violents sur des choses différentes. Du moment qu'il n'y a pas de passage à l'acte avec moi et que on peut discuter des émotions qui sont les conséquences de ces positionnements ou de ces avis, ça me pose aucun problème. J'adore au contraire avoir des discussions. Est-ce que c'est facile de sortir avec toi? Ou est-ce que la plupart des filles... Faut demander à mes ex. Elles disent quoi de toi, les ex? Faut demander à mes ex. Elles disent toutes des versions différentes. Toutes les ex, c'est des versions différentes. Allez, raconte-moi la meilleure version de toi et la pire version de toi dans la bouche d'un ex, d'une ex ou de quelqu'un qui est encore mieux avec toi. Je pense que t'as deux versions. Je pense que je peux être quelqu'un... Donc, version, c'est doux, gentil, compréhensif, tu vois, hyper attentif. Et puis après, le hyper attentif devient hyper attentif, donc c'est chiant parce que c'est épuisant pour la personne en face, vu que je suis tout le temps en train de repérer des choses et discuter de choses en permanence, donc c'est waouh. Laisse-moi vivre. Non, même pas, laisse-moi vivre, mais arrêtons de parler en fait. Arrêtons d'avoir des longues discussions sur. Tu trouves pas que c'est intéressant quand même d'avoir telle ou telle situation émotionnelle ou dans la vie? Je sais pas comment dire. J'ai besoin de discuter de choses. Quand quelque chose m'ennuie ou me touche, j'ai besoin d'en parler. Tu as besoin de verbaliser les émotions quand elles arrivent. C'est drôle parce que moi, quand j'ai quelque chose que j'aime bien, puis je suis avec ma femme, puis je
pas, on va voir un match d'une équipe que j'aime bien. Ouais. Pendant le match, je crois que je répète 69 000 fois, on est bien, hein? On est bien, hein? Ah bah voilà. Comme si j'avais besoin de le dire. Ouais, Et elle qui est en train de le... Parce qu'elle est saine d'esprit comparée à C'est moi. ça. Au lieu de se dire comme « Ah oui, c'est vrai qu'on est bien. » Elle dit « Mais ferme ta gueule, on est en train d'être bien. Je le sais, je suis là. Ouais, c'est ça. Et je crois que je le fais par peur, moi, de tomber dans le négatif. Ouais. J'imagine que tu as un cerveau semblable à ça, où tu es curieux de tout, et donc tu vois toujours les petits problèmes qui peuvent arriver. Non mais bien entendu. Et si tu te focalises pas sur les belles choses, tu passes 100% de ton temps dans ta tête à dire tout va mal, ça va pas, il y a un problème. Je pense que je peux avoir deux problèmes majeurs. Je peux être susceptible et paranoïaque. Donc, c'est des défauts qui sont chiants pour les autres parce que, comme je suis très sensible, je suis très vite blessé. Mais c'est à hauteur que les gens n'arrivent même pas à comprendre parce que je joue pas dans le game des archétypes habituels. C'est des archétypes qui sont très différents. Donc, je dois totalement me redéfinir tout le temps auprès des gens. Mais sauf que ça vient avec la confiance. Et la confiance, ça vient avec l'âge. Donc ça vient seulement... C'est hyper long pour moi. Je suis seulement en train de commencer à m'affirmer auprès de mon entourage et des gens qui sont autour de moi et à savoir ce que je veux. Donc quand j'étais avec des ex, et puis c'est la vie, c'est la nature des humains aussi, hein, tout le monde est comme ça, je veux dire. Donc quand j'étais avec des ex qui comprenaient pas forcément certaines réactions, ça pouvait être aussi l'inverse, hein. Des fois moi je comprenais pas les réactions, il y avait des non-dits et des incompréhensions qui menaient à des disputes ou qui menaient à des blessures que j'arrivais même pas à analyser sur le coup, que j'ai compris bien après. Donc effectivement, le fait d'avoir ce tempérament qui suranalyse énormément et qui a besoin en plus d'exprimer les choses sur un point de vue émotionnel, c'est un truc qui peut être chiant. Après aussi, quand je suis blessé, je peux me refermer totalement, ce qui est l'opposé total de ce que je viens de dire. Donc c'est chiant. C'est-à-dire qu'à un moment où vraiment je me referme et je n'ai aucun moyen d'atteindre l'autre, parce que je suis trop pas bien, c'est comme un autiste, vraiment. La personne, même si j'espère pas blesser les autistes en disant ça, mais c'est un truc c'est un archétype qu'on attribue vachement aux gens qui sont très très sensibles. Ils se referment comme une huître. Ça devient dur pour l'autre de parler avec moi. Donc j'essaie de trouver les ressources pour faire un équilibre. Je sais pas si ça fait sens, ça veut dire quelque chose. Oui, ça veut dire que tu essaies de t'améliorer parce que tu as l'impression que tu es chiant. Soit les gens sont d'accord avec toi, soit tu te refermes, et puis après ça, il n'y a plus moyen de discuter. En fait, même si on n'est pas d'accord avec moi, il faut qu'on soit capable de le verbaliser sans violence. C'est-à-dire que si tu n'es pas d'accord avec moi et que tu arrives à le dire de façon cool, ça va. On va débattre et ça va durer 7 heures. Et moi j'adore, et on se commande des sushis, et ça va être marrant. Mais si tu commences à mettre du poids ou des exigences ou me braquer, ça va me violenter très fortement parce que je suis très sensible à ça. Toute forme de prise de pouvoir contraire pour moi n'a pas lieu d'être, ça n'a pas de sens. Donc soit on arrive à débattre, ou soit on fait des poids et des contrepoids qui sont un peu émotionnels ou du chantage ou des trucs comme ça. Et ça, c'est pas ma cam. Je vois des couples s'amuser à faire des stratégies comme le jeu risque et poser leurs pions et tout ça. Je trouve pas que ça drôle du tout. Il y a une seule finalité de toute façon. Mais le caca. Ouais, et je sais pas. Non, mais je juge pas. Moi, j'aime pas. En tout cas, dans moi, mon truc, il y a peut-être des couples qui s'amusent. T'as des petits Napoléons qui s'amusent à poser des petits délires entre eux. Ça les fait kiffer et tout. Et peut-être qu'il y a une forme d'amusement que je n'arrive pas à comprendre, comme plein de choses dans l'amusement que j'arrive pas à comprendre et qui sont pas ma cam, qui sont pas mon truc. Donc je suis peut-être un peu chiant parce que avec moi faut être un peu didactique, faut parler. Il y a quelque chose de fascinant chez toi, c'est que tu peux à la fois, je t'ai vu dans différents contextes, faire une réponse de 22 minutes à une question ou répondre plus ou moins par monosyllabe en étant tous les deux de bonne humeur. On s'est déjà vu dans un podcast, le podcast du Carré de Sable, avec Pierre-Bruno Rivard, que je remercie encore de m'avoir invité d'ailleurs. Et il y avait Corinne Côté, Mike Ward, Pierre-Bruno, toi et moi. Et on t'a à peu près pas entendu du podcast. Mais parce que moi, j'étais au spectacle. C'est-à-dire que pour moi, on était passé à une étape dans ce podcast-là qui était géniale. C'est qu'il y avait des gens qui racontaient des blagues à mourir de rire. Moi, j'étais spectateur, je regardais le truc et je n'aime pas la surenchère. Quelque chose, je ne fais pas de surenchère. Un concours de bites. Je n'aime pas, je ne montre pas mon pénis aux gens. C'est ce que je fais pour le moment en tout cas. Peut-être que ma vie va changer. On n'est jamais à l'abri de trouver un beau parc. Hein. Voilà, exactement. Et je trouve avec de belles fleurs et tout ça. Mais je dis en août. Allez, en fait, imagine le soleil. J'aime la surenchère quand la surenchère est bâtie sur des gens que je connais très bien et que donc je me dis tiens, il me fait une proposition, je fais une contre-proposition et au fur et à mesure. Le jeu, c'est le ping-pong. Voilà, le ping-pong. Mais je n'arrive pas. Et je n'aime pas ça, et alors, et je ne dis pas que c'est mal du tout, attention, hein. Je comprends que c'est formidable, et moi je trouvais formidable que
toi tu dis une blague, Mike Ward dit une autre blague, Corinne dit une autre blague, et il y a des blagues que j'ai répétées parce que j'avais l'impression de regarder un spectacle. Et moi je me voyais vraiment pas dire, et en plus, et c'est vraiment pas mon énergie, c'est pas mon attitude. Oui. J'ai l'impression vraiment d'être souvent seul dans ma tête. Je suis pas du tout compliqué, mes idées, je tiens à affirmer vraiment, je dis pas que mes idées sont compliquées, mais c'est juste que c'est souvent différent. J'ai souvent un point de vue qui est pas le même. Et des fois, je suis gêné de le dire. Donc voilà. Donc là, le podcast, je vous regardais, je dis bon, je veux rien à ajouter quoi. Super les gars, c'est trop marrant. Et puis vraiment, je rigolais. Si tu vois le truc, je suis à côté de vous, je fais. Des fois, j'essaie de rajouter une blague, je fais oh, bon, ça a pas l'air de convaincre l'audience. Je vais les laisser parler et je me sentais pas mal à l'aise, mais je me dis j'imagine qu'on attend que je parle plus. Et puis je me disais finalement les attentes des autres aussi. Je peux pas les combler là, donc j'ai pas envie quoi. J'y arriverai pas. Est-ce que tu t'es déjà demandé si t'étais fou? Mais pas la blague, la vraie question. Est-ce que tu t'es dit genre, il y a peut-être quelque chose qui cloche? Non, je me suis jamais dit que je suis fou parce que déjà je considère pas le mot fou. Je le dis dans la vie, je dis ouais lui il est fou, mais je parle plus de problèmes mentaux, de pathologies, vraiment de choses qui sont nommables. Je me suis jamais dit putain je suis fou. Je me suis peut-être dit putain j'espère que j'ai pas cette pathologie parce que je peux avoir ce côté hypocondriaque tu vois. Donc putain j'espère que jamais j'aurai ce truc là. Imagine l'hypocondriaque mental qui en fait lui a toujours l'impression qu'il est paranoïaque. Mais oui, mais tu vois comme non, je suis paranoïaque. Je suis paranoïaque. C'est un vrai problème. Tout à l'heure, je disais ça. Je disais, je crois que je suis paranoïaque, mais ça veut dire juste que je me pose beaucoup de questions négatives. Mais je pense pas être vraiment. Et qu'est-ce que tu cherches comme réponse? Parce que c'est toujours chouette de se poser des questions, mais est-ce que tu sais pourquoi qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu voudrais avoir comme réponse? Je voudrais juste la sérénité. Moi, j'appelle à la sérénité. Tout ce que tu vis, c'est la sérénité. J'ai 7 ans. Laissez-moi tranquille. Pourquoi on parle? Venez, on parle et laissez-moi tranquille. Mais je projette moi-même mes craintes et mes angoisses sur les gens. Les gens projettent leurs craintes et leurs angoisses. Depuis que j'essaie d'analyser tout ça de façon rationnelle, j'en ris beaucoup. Oui, parce que tu comprends, t'es moins dépassé puisque tu vois ce qui est en train de se passer. Et surtout, j'apprends à comprendre là où je peux être un trou du cul ou là où tu peux être un mec cool. Mais quand t'es un trou du cul, tu vas voir les gens et tu dis franchement, je crois que j'ai pas été cool là. Est-ce que c'est ok pour toi? Est-ce qu'on peut, ça va, faut réparer un truc ou est-ce que t'es fâché? Est-ce qu'il y a un résidu? Est-ce que derrière, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est tellement fascinant, les moments où tu essaies de t'améliorer. Bah ouais, mais il y a toujours un moment où tu upgrades ton code de valeur et ton passé ne passe plus dans le filtre de ton nouveau code de valeur. Donc un truc que tu as fait à 21 ans avec lequel tu étais totalement OK. 10 ans après, tu fais putain, je suis super gêné d'avoir fait un truc que j'assumais à l'époque. Moi, je le verrais pas comme ça, je le verrais plus comme à 21 ans, j'avais les éléments qui me permettaient de comprendre ça de cette manière. Aujourd'hui, j'ai d'autres éléments qui, à la lumière d'apprentissage, me permettent de comprendre que c'est pas ce que je referais aujourd'hui. Et essayer surtout de pas commencer à juger ou essayer d'avoir de l'empathie sur soi, c'est le numéro 1. Se dire attends, qu'est-ce que je ressens, tu vois? D'où ta vie? Ça, j'essaye de faire ça. C'est chaud, hein. Allez, je fais pas le malin. Là, j'espère que j'ai pas l'air d'avoir dire genre j'ai compris des trucs. Je fais vraiment pas le malin. Quand je parle à des gens, je dis bon. Des fois même, j'essaye de m'excuser auprès de personnes, en me disant putain, là j'ai peut-être été relou, mais il y a tellement un truc émotionnel d'ego ou de truc, ça sort pas quoi. Je dis la personne me renvoie une vibe qui me dit non, je me sens mal à côté de cette personne. Et je me fais de plus en plus confiance sur ça. Quand je me sens mal à côté de gens, je m'éloigne de ces gens. Et d'où te viennent ces valeurs-là, le fait de vouloir l'apaisement, vouloir que tout le monde soit bien? Ça vient d'où ça? Je sais pas. Franchement, je pense pas que ce soit quelque chose de très... Ah, il y a la police. Non, mais c'est juste pour voir, est-ce que ça vient parce que toi... t'as pas eu la paix puis tu la veux maintenant ou tu l'as eu puis tu t'es dit je vais la transmettre? Non, en fait je pense que beaucoup d'expériences où tu vis des choses pas agréables comme, je sais pas, ça peut être des ruptures amoureuses, ça peut être des disputes avec des amis, ça peut être, même toi dans ta vie à un moment tu te rends compte, tu fais le bilan, tu dis tiens j'ai tel âge, j'ai fait ci, j'ai fait ça, est-ce que c'est des choses qui me plaisent ou mon point de vue aujourd'hui, mon métier c'est ça. C'est compréhensible parce que je dis genre des petits updates. Ouais. Est-ce que tu es content avec ça? Si tu n'es pas content avec ça, il faut trouver des améliorations qui soient optimistes, positives et qui soient en rapport avec qui tu es vraiment. Alors c'est ce que j'imagine du bon chemin. Donc j'essaie de savoir déjà comment je fonctionne. Je regarde autour de moi ce que j'ai au niveau, ça peut être du travail ou bien même surtout, moi ce qui m'intéresse vraiment c'est d'avoir des amis. Vraiment, je pense, j'ai fait des... Mais ça fait plusieurs fois que je t'entends dire ça. C'est ton objectif de vie numéro 1. Je pense c'est être entouré. C'est vraiment me dire, mais c'est pas par peur de
je sais pas, je veux dire, de manquer d'argent ou j'en sais rien. Il y a des gens qui se disent ouais, il me faut que je connaisse des gens parce que comme ça j'aurais jamais, j'aurais toujours un endroit où finir si je peux plus vivre chez moi. Enfin, j'ai déjà entendu ce genre de discours, tu sais, genre je pourrais toujours gratter un repas à un pote ou c'est pas du tout pour ça. C'est juste pour dire franchement, être tout seul, c'est très chiant. Donc j'aime bien être seul à des moments, mais c'est surtout pouvoir communiquer avec des gens pour échanger et se dire on pense la même chose ou pas. Ça c'est chouette, je trouve. Ce serait quoi ton modèle de relation amoureuse idéal? J'en ai pas, mec. Franchement, je ne me suis même jamais posé la question, honnêtement. Je voudrais répondre à ta question, honnêtement. Je ne me suis jamais posé cette question, genre, modèle de relation idéal. En revanche, j'aimerais bien trouver quelqu'un avec qui l'entente est rapide, fluide, simple et en même temps très, intègre. C'est hyper dur d'être soi-même totalement comme tu peux l'être avec des gens de ta famille proche, comme tu peux l'être avec je sais pas, des gens avec qui tu t'entends vraiment vraiment bien. Je trouve que c'est pas facile parce que moi par exemple de mon côté j'ai peur de blesser, j'ai peur de moi-même d'être blessé, donc c'est au fur et à mesure se dévoiler et c'est une option qui prend du temps. Déjà quand c'est une option, il y a des gens qui se dévoilent pas du tout. Une personne qui se dévoile pas du tout, pour moi on en revient à la froideur. Et ça me... Je comprends, et je me dis, ok, je traiterai, j'aurai une relation avec cette personne qui sera pas totalement honnête. Parce que je sens bien que c'est un masque totalement dur comme du béton et que cette personne-là n'est pas elle, c'est un personnage. Et que moi, les personnages, c'est le temps du show. Et ça peut pas être, je vais pas dans les coulisses avec cette personne. On rigole pas après, on boit pas un verre. Est-ce que tu te souviens... Est-ce que tu as une mémoire émotionnelle? Si mettons, je te dis, est-ce que tu te souviens d'une journée où tu as été très, très amoureux? Est-ce que tu es capable de le ressentir? Ouais. Et quand je te dis ça, c'est qu'est-ce qui te vient en tête? Je veux pas que tu me donnes des détails, mais qu'est-ce qui te vient en tête en premier? C'est un lieu, c'est un nom de personne, c'est un décor, c'est un... Non, moi, je pense que ce qui me vient en tête, c'est une quiétude totale sur le temps, l'heure qu'il est. Les éléments qui définissent genre la journée habituelle, genre de quelle heure il est, où je mange, qui je vois après, tout ça, zéro importance du moment que tu es avec la personne. C'est-à-dire que quand tu es bien et que tu vis un moment de quiétude et de calme, c'est une paix, c'est un plaisir qui t'apporte une sorte de paix et de complétude. Je sais pas comment le dire autrement. Tu es bien avec la personne, t'as besoin de rien d'autre. T'es amour et d'eau fraîche. Peut-être pas eau fraîche, hein, juste, mais on va dire que ça te... Le plaisir de plus ressentir d'envie extérieure, toi. Ouais. Le plaisir de... En fait, le plaisir juste de pas se poser de questions. Aucune question. Moi, c'est un truc qui me déprime et ça m'arrive tout le temps parce que la vie, c'est la vie, mais de me dire qu'est-ce qu'on ferait bien ce soir? Et j'ai mis des années à m'en remettre parce que pendant longtemps, je me disais, quand tu viens rencontrer quelqu'un, tu dis pas on fait quoi ce soir, tu fais juste te voir puis le reste vient naturel. Et tu fais mais ça veut dire que si on se pose la question, c'est peut-être. Et puis pour ça, tu te prends la tête tout seul et tu te compliques la vie et voilà, tu te tires une balle dans le pied, mais le plaisir, tu dis d'être avec quelqu'un. Moi, tu sais, c'est quoi? Juste donner mon image. Une des plus belles images que j'ai à vie, c'est. Je viens de rencontrer quelqu'un et on sortait, quand les bars fermaient, on allait chez elle et on disait on va aller dormir, mais on discutait. Tu rencontres quelqu'un puis tu peux pas t'endormir parce que tu as encore une question puis tu as encore une question. Et puis de coup, tu regardes autour des persiennes, il y a la journée qui se lève, tu vois le soleil du matin qui se lève et tu dis on s'est pas rendu compte qu'on a parlé toute la nuit. Et quand tu parles d'être bien entouré, je trouve que c'est quand tu arrives à être avec quelqu'un qui fait en sorte que tu te dis dans ce moment-là, tu penses pas autant, tu vois pas le temps passer et tu es juste content d'être là. C'est vraiment impressionnant en fait de voir à quel point... C'est pour ça que je parlais beaucoup d'émotions en général, parce que c'est des choses qui sont fortes pour moi. Donc c'est des trucs qui sont simples et on va dire pas limpides, mais c'est des choses qui sont primaires en fait. Et donc, tu vis ça sur scène avec avec le public? Tu as l'impression de passer un moment... En fonction des soirées, en fonction des trucs, comme je disais, j'adore les gens, mais des fois, je comprends pas tout. Je pense que tout le monde est un peu paumé dans le même cas, quoi. Moi, des fois, il y a des soirées où j'ai pas compris pourquoi, c'est parfait du début à la fin. Et puis, il y a des soirées où tu dis, on est séparés, même si les gens rigolent, si les gens passent un très bon moment, il y a un mur entre nous. Ah putain, mais ça, je suis d'accord avec toi. Oui. Et tu le sais au bout de 5 secondes en général. Tu montes sur scène, tu fais comme... Les 3 premières minutes sont critiques. Pour moi, parce que c'est chiant même, parce que tu dis
Des fois, j'essaie 1000 préparations, t'essayes de te préparer d'une certaine manière ou d'une autre, et puis en fait, je me dis, non. C'est quand t'es sur scène, et c'est là que tout se passe. Et c'est là que tu sens si le public, ça va aller, ou si tu les sens pas, ou la connexion ne se fait pas. Et c'est la faute à personne. Comme dans l'amour, comme dans la sensation que t'as quand t'es près de quelqu'un, c'est la faute à personne. Mais aujourd'hui, t'es capable d'aller chercher plus de public qu'avant. Non, mais après, c'est de la technique. Là, on parlait de qu'est-ce qu'on ressent. Ok, techniquement, tu peux faire rire les gens parce que tu as appris ton spectacle, parce que tu le connais bien. Tu sais que tu as des temps forts, des temps faibles où il va falloir que tu fasses attention parce que justement, ce public-là, peut-être que tu le connais pas suffisamment bien ou que la connexion ne se fait pas. Moi, je fais beaucoup d'improvisation. Donc, en fait, c'est vraiment quand je me sens bien, je fais des improvisations. Et quand je me sens mal, mon spectacle se réduit de 15 minutes parce que le temps est resserré et que je veux juste donner aux gens ce sur quoi je suis sûr et certain parce que je ne peux pas prendre de risques. C'est comme quand tu es intimidé par quelqu'un. Si tu es à l'aise avec quelqu'un, tu vas pouvoir discuter, raconter des choses qui sont plus personnelles. Si tu n'es pas super à l'aise, tu vas tenter une discussion fort sympathique, très cool, mais c'est tout. Et en fait, ça, c'est pas le problème du public en plus, c'est pas leurs affaires. Ils ont pas à se soucier de ça, les pauvres. Ils ont payé pour rigoler. Et ils sont là, ils veulent rigoler. Et toi, t'as pas envie de leur projeter, justement, comme je disais avant, c'est super chiant qu'un humoriste projette son insécurité en disant bah ça va, vous êtes content? Moi, je sais que je l'ai fait à des moments où j'avais pas appris cette règle. Toutes les erreurs que je dénonce aujourd'hui, je les ai faites et certaines, je les fais encore. Donc, bien entendu. Et puis surtout, quand t'as des moments de stress intense, tu contrôles plus et on est des êtres humains, je veux dire. Des fois, en live, tu sors une phrase, tu fais bah oui, voilà. Et puis après, tu dis bah bravo, j'avais pas à formuler ce. T'es déjà énervé sur quelqu'un sur scène? Ouais, je suis déjà énervé 2-3 fois, mais mon énervement est très cynique, moi. Okay. Donc je vais pas faire putain, mais t'as pas ou quoi? Non, mais moi c'est très cynique, c'est très snob, très prendre les gens de haut, et je me renferme un peu et je deviens sec. Ah ouais. Donc c'est vraiment une facette. C'est vraiment une facette que j'ai. J'essaye de pas humilier par contre. Okay. J'ai pas cette arme. C'est pas quelque chose. Je fais pas. Mais j'ai des petits trucs secs comme ça qui sont juste un peu froids. Tu vois, mais c'est jamais humiliant parce que c'est vraiment un truc que je ne fais pas. Par exemple, la dernière. Mais il y a un mec à un moment donné qui a gueulé dans un spectacle à un moment où il y avait vraiment pas besoin de gueuler. Parce que je fais une blague sur la Marseillaise et je dis les Anglais connaissent la Marseillaise grâce aux matchs de foot et aux Jeux Olympiques. Alors ça s'appelle juste un élément d'information pour le public. Et il y a un mec qui gueule et les Beatles aussi. Et très fort. Et vraiment inutile. Mais suffisamment fort pour que toute la salle l'entende. Et donc là, il y a plusieurs choix qui s'offrent à moi. Donc soit je trouve des moyens de l'humilier. Tu sais, je lui dis vraiment, là j'ai genre 4 ou 5 moyens de te foutre la honte. Je lui dis, écoute mec, je sais pas pourquoi t'as crié. C'est chiant parce que tout le monde t'a entendu, donc je dois m'arrêter. Et c'était en plein milieu d'un flow, tout se passait bien, et toi tu criais les Beatles. Déjà les gens ils comprennent pas pourquoi tu cries les Beatles. Tout le monde n'a pas les mêmes références que toi. Tout le monde ne sait pas que c'est à cause d'un morceau, où à un moment ils mettent la Marseillaise, et le morceau Love, Love, Love. Et je pourrais vraiment te foutre la honte. Genre, j'ai plusieurs moyens, genre pour toute la salle qui répète ferme ta gueule en même temps. Les gens aiment bien, tu vois, ça les amuse. Je pourrais te demander pourquoi tu parles de ça, t'es qui, est-ce que tu veux monter sur scène, pourquoi ton ego a à voir avec le spectacle des gens, est-ce que les gens ont payé pour entendre ta gueule ou moi. Ce genre d'éléments-là, je pourrais le faire, mais je vais pas du tout le faire parce que c'est humiliant. Donc je propose qu'on applaudisse un bon coup. Bien joué mon gars, viens on enchaîne, mais s'il te plaît, pas d'interaction. Pour le moment, il n'y a aucun sens. Sauf si je pose une question et que tu as envie de répondre et que ça aide tout le monde et que tout le monde passe une bonne soirée. Super. Mais là, vraiment, tu as un truc qui est passé dans ta tête. Il y a eu un truc genre, je le dis, tu l'as dit. Franchement, mec, c'est super chiant. Et en plus, c'était mon pote. C'était un pote à moi que j'ai invité. Oh putain. Il n'a pas payé sa place. Je lui ai dit, je suis trop content que tu viennes. Et le mec, il s'est dit, bah ouais, c'est mon pote qui est sur scène. Et voilà. Les Beatles. Et vraiment, je l'ai détesté, quoi. Et je lui ai dit, je t'aime bien dans toutes les autres circonstances, mais là, excuse-moi, je t'ai détesté. Parce que ça m'a coupé. Ça m'a nui en fait. À cause de toi, j'étais en galère. Je suis un mec plutôt timide. Je suis pas un flambeur. Vas-y, je reprends. Je suis gêné, moi, vite. Et donc, il a fallu que je redouble d'efforts pour reprendre le show. Je rentre dans les détails. Je sais pas qui écoute le podcast, c'est ces détails de stand-up, t'as vu? Mais moi, je veux que les gens racontent. Je veux les détails. C'est ça, je veux tous les détails. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais le garçon, le pire, c'est que il y a des moments où je suis un défaut, parce que des fois je suis très gentil, mais c'est parce que il y a des moments où, si tu me connais, je manque cruellement de tact.
je dis à des gens des choses qu'il n'est pas approprié de dire. Je le dis sur un ton où je ne le dis pas méchamment, mais je dis voilà, là en fait c'est parce que les émotions sont tellement fortes, et je dis là je ressens ça. Par exemple, je suis très mal à l'aise. Par exemple, si quelqu'un va me dire un truc, je vais être en montée de pression d'être mal à l'aise. Par exemple, tu me posais des questions au début sur l'enfance, sur des choses qui sont de l'ordre de se dévoiler. C'est pas un truc que j'aime faire. Tu sais qu'à la base, c'était juste une blague et je pensais jamais que tu allais répondre. Bah, moi, je me suis dit, c'est ça son podcast, donc faut répondre. C'est là qu'on voit toute la gentillesse, n'empêche. Parce que je te jure, j'essaie de trouver une question cliché pour faire une blague et je te vois enchaîner. Je fais là, si je le coupe, c'est plus insultant. Parce qu'ils vont me dire, tu m'as laissé faire 3 minutes. Non, c'est pas ça. C'est que moi, je dis, bon, il me pose des questions sur quelque chose de profond. Certainement, c'est son podcast, c'est ça qu'il veut faire. Je vais essayer de suivre ta proposition parce que moi, je t'aime bien. Tu me dis, tu veux faire mon podcast? Oui, je suis ta proposition. Si j'avais été avec un journaliste que je connais pas, je me serais méfié. Tu vois, j'aurais dit peut-être qu'il va. Tu sais, j'ai eu des expériences. Pourquoi je me serais méfié? Parce que j'ai fait des interviews d'1h30 qui se finissaient sur une seule phrase sur la banlieue parisienne. Tu sais, en France, on a la Seine-Saint-Denis, et moi j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. Et c'est un endroit que j'aime beaucoup, que j'essaye de défendre, malgré tous les clichés qu'il y a. Et les mecs, t'écoutent 1h30, ils mettent une phrase sur la banlieue. Donc c'est très réducteur et en plus c'est des clichés vraiment insultants, je trouve, parce que tous les 1h30 que j'ai dit, c'est genre, je vais résumer tout ça en. Elle aurait fait 2 phrases qui aient un sens par rapport à tout le propos global, mais là vraiment ça n'avait rien à voir, ça donnait seulement la désignation. C'est comme si je te résumais en disant voilà, Dan est québécois. Et c'est pas cool, tu vois. Ça se dit pas. Dan est québécois et on n'entend pas très bien son accent n'est pas très fort. C'est quand même énervant, c'est quand même quelque chose qui pourrait t'insulter parce que c'est pas ce qui te définit le mieux. Donc voilà, les journalistes extérieurs me seraient méfiés. Mais toi tu me fais vas-y ça, je dis ok. Puis en plus c'est des questions que je me pose vraiment. Mais ça se voit que tu te poses plein de questions tout le temps. Je me pose plein de questions parce que j'aimerais devenir une meilleure version de moi-même, je le dis sincèrement, pour toucher mes plaisirs. Moi, mes projets humains, c'est d'avoir plein de potes, de kiffer, de traîner. J'ai réalisé des choses formidables. Je peux aller dans plein de pays. Là, je suis en Belgique. J'ai un théâtre qui m'ouvre ses portes, mais qui me dit mais tu fais ce que tu veux, pose-toi là. Je dis on a plein de cas parce qu'on fait le documentaire, donc pour replacer dans le contexte, j'ai plein de caméras, j'ai plein de mais viens, y a pas de problème. En Allemagne, même histoire. Aux États-Unis, je connais. Sur le documentaire, c'est tu as décidé de faire. Je sais que c'est donc sur l'humour dans le monde, combien de pays et c'est quoi l'objectif du documentaire? Alors, et quand il va sortir? On fait 7 pays, donc je vais dire les villes des pays, donc il y a New York, Montréal, Bruxelles, Paris, Édimbourg, Londres. Alors Londres, on compte aussi pour 2 parce que on a rajouté un pays in extremis, c'est l'Écosse. Donc ça c'était formidable. Édimbourg. On va aller en Allemagne également et on est allé à Moscou. Donc tous ces pays-là sont des pays qui sont des pays que je connais par des comiques que je connais qui viennent de ces pays. C'est formidable, ils viennent de ces bleds-là. Moi je les ai rencontrés. Et comment tu les as rencontrés? Comment tu as rencontré l'humoriste russe? Parce que j'ai fait le Fringe, j'ai fait le festival du Fringe à Édimbourg, qui est un festival qui regroupe 2000 spectacles d'humour et il fallait le faire en anglais. Donc j'ai fait 26 dates en anglais là-bas. Il fallait faire un show d'1 heure en anglais. Donc ça a été un des plus gros challenges que j'ai fait de ma life. T'es content de l'avoir fait? Hein? T'es content de l'avoir fait? Je suis plus que content. Je suis heureux. C'est comme si j'avais gagné une médaille dans une compétition internationale des Jeux Olympiques du plaisir de Yacine. Parce que en fait... Ils sont télévisés sur France 12 d'ailleurs. Je n'aime pas la compétition, comme j'ai dit. J'aime pas la compétition, j'aime pas cet aspect. Peut-être que ça viendra avec le temps, mais j'aime la compétition. J'aime le fait qu'il y ait du monde autour de moi qui fait la même chose, mais j'aime pas l'aspect négatif de la compétition, à savoir le côté bestial et le côté violent. L'envie, les choses, c'est des choses qui sont difficiles. Ça je donne trouve. rien de toute façon. C'est dommage, mais c'est des pulsions qui sont très humaines. J'ai déjà été jaloux, j'ai déjà été envieux. Je sais que c'est des pulsions qui sont humaines et honnêtement, je sais qu'elles existent, mais j'essaie de trouver des climats et des situations dans lesquelles elles sont présentes le moins possible parce que je trouve qu'elles sont pas saines. C'est pas une bonne énergie, c'est pas quelque chose qui apporte des choses positives qui font avancer les gens. Donc j'ai fait ce festival et j'ai trouvé que les gens n'étaient pas du tout envieux, pas du tout compétitifs négativement, compétitifs de la façon la plus positive du monde, à savoir c'est quoi tes blagues, super, intéressant. Je trouve que dans ton show il y a ça qui est intéressant, j'ai pas compris pourquoi tu parles de tel et tel sujet, j'ai l'impression que ça te ressemble, ça j'ai l'impression que ça ne te ressemble pas. C'est un moyen de parler, c'est un politiquement correct qu'on peut leur reprocher au Royaume-Uni, mais à Édimbourg j'ai trouvé qu'il était utile parce que dans un climat extrêmement compétitif il apporte quelque chose de serein et donc c'était un plaisir de se lever, de travailler ses blagues, de manger des toasts avec du thé et de taffer là-bas, c'était génial. Et avec ça j'ai rencontré plein de mecs dont Francesco Di Carlo, un Italien, Igor Mirson, un Russe, Michael Mittermeier, c'est un Allemand.
ces gars-là, c'est des gens fans de comédie, comme toi, comme moi, mais qui parlent d'autres langues à la base et qui ont appris l'anglais pour faire le festival. Okay. Et du coup, en pensant à qu'est-ce que je pourrais faire à l'international, cette idée de faire un documentaire qui était au début une série, je voulais aller dans plein de pays et construire un spectacle au fur et à mesure, puis à la fin jouer le spectacle pour dire voilà le résultat d'un voyage, c'est devenu un documentaire à travers le monde où je les rencontre dans leur lieu d'habitation, dont toi, où je viens te rencontrer en Belgique, et puis Michael Mittermeier en Allemagne, Dan Natterman aux États-Unis, voilà, plein de gens qui ont participé à ce Bill Burr qu'on a eu la chance de rencontrer aux États-Unis. Apparemment, c'est un peu intimidant de lui parler parce qu'il est méfiant. Bah, moi, je l'ai trouvé en fait très à l'écoute, genre. Dis-moi qui tu es, puisqu'il me connaît pas. Donc c'était genre. Puis tu dis, il y a un Français qui vient de voir. Je pense que pour les Américains, on n'est pas un pays sous-développé, mais on est un pays de vacances, on est un pays de sexe, on est un pays de bonne nourriture et de vin. Et c'est à la fois embarrassant, mais c'est un peu la vérité. Tu vois, comme la Belgique, les gens disent la Belgique, la bière. Tu vois, je pense que c'est complètement ridicule et qu'il faut dépasser ces clichés-là, mais ces clichés existent et que pour eux, c'est le vin, c'est le fromage, tu vois. Et ce mec, pour lui, j'étais un gars qui venait d'un pays, c'est sympa la France, mais vous faites du cinéma, mais vous n'êtes pas un pays d'humour. Donc déjà pour lui, ça devait être étrange qu'un Français vienne discuter, mais il était extrêmement ouvert. Et il était un peu méfiant dans les questions. Est-ce que tu lui as demandé des trucs sur les blessures de son enfance? Non, j'aurais jamais osé. Je pense que... Mais le pire, c'est je pense qu'il aurait répondu. Parce que je pense que les États-Unis sont beaucoup plus ouverts sur ce genre de questions et honnêtes qu'en Europe. Il y a un truc un peu d'intimidation de répondre à ces questions-là, je pense. On grandit dans un truc de genre, mais je sépare mon être de mon art, alors que là-bas, tout est mélangé et tout est la même personne. Concernant Bill Burr, ça a été très intéressant parce qu'il a une poker face. Et donc, ça se verra pas au montage parce que c'est un aspect neutre, il est pas fâché. Mais quand tu lui dis, je sais pas, j'invente Bill Burr, c'était cool la vie à New York dans les années 80 quand t'as commencé, il y a un vrai 1, 2, 3. Dans les années 80, c'était super sympa parce que, mais je pense que déjà, il réfléchit à la réponse et en deux, mon anglais n'est pas suffisamment bon pour avoir un ping-pong pertinent. J'avais vraiment l'impression que je parlais un anglais. Ma pire expérience d'anglais, je pense que c'était avec lui parce que j'étais intimidé, j'avais envie de parler un bon anglais, mais j'avais l'impression des fois qu'il comprenait pas tout, alors qu'en fait, je pense qu'il était compréhensible l'anglais, tu vois. C'est des longues réponses, hein. Désolé. Non, mais c'est parfait. On enregistre le podcast dehors, jeter un petit coup d'œil. Parce que c'est pas impossible qu'il y ait une coupure. Bah, s'il pleut, on court à l'intérieur. Bah oui, ça va faire du live. Et donc, ça, c'est le podcast. Donc, le Fringe anglais, tu t'es promené avec Eddie Izzard pas mal. Ouais, il faut dire que c'est Eddie Izzard qui m'a encouragé à faire mon spectacle en anglais, parce que je faisais sa première partie en français. Eddie Izzard, c'est mon idole, c'est mon Jedi. Moi, je le vois vraiment comme un Jedi. Et s'il avait une école de kung-fu, je pourrais rester devant l'école, tu sais, en tailleur, en espérant qu'il accepte que je devienne un élève. Tu peux entrer maintenant dans l'école. Ça fait 11 ans maintenant. Voilà, des blagues surréalistes, tu peux y aller. Parce que justement, je pense que si j'aime les blagues surréalistes et que tout est lié, c'est cette histoire de vouloir être compris et de ne pas être compris à des moments. Ça peut paraître, ce n'est pas artiste maudit, attention. Je te parle de ça même quand je discute de nourriture avec des potes. Il y a Navo qui me dit, j'adore une de tes phrases, c'est que un jour je lui dis, elle est bonne ta glace, et Navo me dit, tu veux goûter? Et moi je lui ai dit non, je veux juste que tu m'en parles en fait. Et ça c'est un truc qui me dit, franchement c'est un délire quoi. En gros j'avais envie de me dire ouais tu vois quand je mange ça c'est cool. Il y a deux raisons, c'est que déjà moi je mange pas dans les cuillères des gens parce que comme je te disais je suis pas un mec, je suis un peu hypocondriaque, je sais pas, il y a un autre mot et les gens disent germophobe. Voilà, je suis pas fan de faire ça, je me suis calmé avec le temps mais voilà j'ai eu des phases. Maintenant t'es pas obligé de jeter la cuillère à chaque jour. Ouais. Je jette des cuillères en inox. Non, en argent véritable. J'ai un peu cette gêne là en fait, que même j'avais honte de dire à une période, mais que maintenant j'assume un peu plus. Et il y a le fait aussi, j'aime bien avoir la perception des gens. Ça qui me plaît dans le stand-up, c'est que les mecs arrivent et disent moi ma perception de tel élément c'est ça. Et pour ça que je comprends de moins en moins les artistes qui disent Quand j'ai commencé, j'essayais d'être le plus original possible, de parler de sujets que personne n'abordait. Et puis, maintenant, avec le temps, je me dis, je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est entendre des sujets faits, refaits, et dit avec une autre voix, une autre perspective. C'est ce qu'a fait Louis C.K. C'est ce qui fait que les gens l'ont adoré. Il a parlé de choses que tout le monde connaît, mais d'une façon formidable. Parce que tout le monde comprend de quoi tu parles, puis après ça, tout le monde peut apprécier que t'es drôle. Voilà, donc, sinon, si les gens doivent courir pour te comprendre, la blague peut pas marcher. Là. Exactement. Mais donc voilà, tu as rencontré des heures, ça doit être spécial. Et ce gars-là est tellement particulier, il a fait des films, des marathons, ce que ce soit. Toi qui l'as côtoyé un peu,
est-ce que... Comment je peux dire ça? En gros, est-ce que c'est quelqu'un de normal qui fait des choses extraordinaires ou c'est quelqu'un d'extraordinairement doué qui fait des choses normales? Moi, je pense que c'est vraiment quelqu'un de normal qui a appris à devenir bon à être lui-même. C'est-à-dire qu'il essaye, j'ai l'impression, en tout cas de ce que je vois, de s'assumer totalement, d'assumer qui il est et qu'il a comme un travail sur lui, que ce soit au niveau de l'ego ou quoi. C'est vraiment l'artiste le plus humble que j'ai vu, mais humble dans le bon sens, c'est-à-dire que des fois on essaye d'avoir l'air humble. Je pense que tout le monde des fois allait faire genre ouais je suis humble, c'est cool d'être humble et tout, mais en même temps c'est un truc d'ego, tu vois. Le gars est vraiment humble, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à briller spécialement. Et il a un truc d'ego et à des moments où il dit ce projet je veux que ça cartonne, il faut que ce soit un succès, il faut que ce soit super, et là il le dit, il arrive à faire de la promotion de ça en disant je veux faire ça. Par exemple là il va revenir en France pour faire un spectacle tout en français, il improvise en français, ce qui est un énorme défi pour lui, tu vois. Il veut aller sur scène en improvisant des choses comme Sam Beckett a écrit En attendant Godot en français. Il a dit c'est un bel exemple, c'est quelqu'un de formidable qui a eu d'ailleurs un prix Nobel en écrivant ça. C'est une belle lumière dans le tunnel. J'ai envie de suivre ce truc. Il a des beaux exemples. Il dit, par exemple, Nelson Mandela, c'est une figure importante pour lui. Donc, il suit des beaux exemples et dit voilà, ça c'est un bel exemple d'humanité. C'est un bel être humain. J'ai envie de suivre cette personne et dire allez, on peut faire des choses formidables. Et moi, ça a été un exemple du coup pour moi parce que le fait de trouver des gens inspirants, ça change tellement de trucs. C'est ça. Tu sais, moi, j'étais bluffé à l'université. J'ai des colocs différents. Puis un de mes groupes de colocs, ils étaient tous bons en sport. Et au bout de 2 mois, tu finis par avoir l'impression que toi aussi, tu vas devenir bon en sport parce que ça a l'air facile. Tu vois tous les jours juste les gens manger, s'entraîner, faire leur truc. Et si tu es entouré que de gens qui ont des grandes visions, tu es entouré comme des heures de ce monde, oui. Les choses se mettent à mieux aller pour toi. Mais pas nécessairement parce que tu es plus doué, mais parce que tu dis, en fait, et c'est ça que c'est le sens de ma question, c'est un peu de démystifier les gens qui ont beaucoup de succès. Oui. Ils sont, à quelques rares exceptions, pour d'après moi, Keith Richards, c'est le guitariste. De lui, il doit être vraiment... C'est un mec spécial parce qu'il devrait être mort depuis longtemps. Il est déjà tombé, il a déjà annulé des shows, il est tombé dans un cocotier alors qu'il avait plus de 60 ans. Qu'est-ce qu'il glandait dans un... Mais c'est un vrai hippie, je crois. Mais la plupart des gens, c'est facile de dire, mais ils réussissent parce que... Mais toutes les fois, moi, ce que j'ai vu, c'est juste des gens qui se disent « J'accepte que je crois en moi. Ouais. Donc, j'arrête de perdre du temps à ne pas faire les choses pour qu'elles arrivent. J'investis sur moi-même. Ouais. Et c'est pareil pour aider les autres, de toute évidence. C'est ça ma question. Mais tout à fait. Moi, je n'ai pas... il faut peut-être filer. Oui, on va faire une pause et on revient parce qu'il commence à pleuvoir. Ça y est, on vient de rentrer à l'intérieur. Oui. Et donc, on est au Comedy Club. Juste avant, d'ailleurs, une spéciale pour Comedy News Weekly. On a enregistré la 100e et on est quelques instants avant. Je suis trop content, mais j'aime tellement ce podcast. C'est super gentil. Tu es un des premiers à avoir dit qu'il aimait bien. Si vous ne le connaissez pas, c'est un podcast sur la comédie avec Anthony Mirelli. Et ça fait donc une centaine de numéros. Je crois que c'est... Je sais plus si je l'avais entendu avant, mais en tout cas, c'est Navo qui m'en avait beaucoup parlé et tout ça. Et moi j'adore ce podcast parce que c'est un podcast avec un vrai point de vue. C'est-à-dire que vous avez des vrais points de vue hyper intéressants sur les sujets. Vous donnez votre point de vue ou alors il y a des moments où vous dites n'importe quoi pendant 25 minutes. Mais comme on connaît les personnages et que vous avez vos personnages, on les aime et on a envie d'entendre ça très longtemps. Et tu fais des blagues incroyables. C'est comme au podcast avec Mike Ward et puis Pépé Rivard et Corinne Côté. Moi je trouvais que les blagues que vous disiez étaient vraiment merveilleuses en improvisation. Cet humour là, c'est pas un humour, moi tu me mets avec des dos, on va dire des blagues surréalistes, mais il faut avoir un mec qui adore ce genre de blagues, tu vois. Oui. Donc voilà, j'adore ce podcast pour cette raison-là. C'est fort gentil. Donc toi, on a parlé du documentaire, on a parlé un peu des spectacles. Il y a les... Eddie Izzard, là on était sur Eddie Izzard. Sur Eddie Izzard. Le fait qu'il soit juste quelqu'un de normal, qui soit plus efficace avec son temps et son énergie et avec sa confiance. Ouais. En fait, je ne sais pas pourquoi Eddie Izzard a eu plus de succès. Je ne sais pas pourquoi Eddie Izzard a eu plus de succès que quelqu'un d'autre, ou je ne sais pas pourquoi il a... Je n'ai pas analysé ça, mais pour moi, le succès qu'il a et le truc en plus qu'il a, c'est qu'on a l'impression qu'il essaye vraiment d'être lui-même et d'aller dans les choses même les plus extravagantes qui lui plaisent. Donc quand il veut faire un écureuil qui est sous crack pendant un set spectacle où personne faisait ça, quand il essaye d'aller très très loin dans le surréalisme en suivant la voie des Monty Python, je pense qu'il le fait, mais comme
un athlète. Il y va à 100% et il y va en croyant en lui. Et le fait de croire en lui, c'est quelque chose de très important en tout cas. C'est drôle parce que Baptiste Le Caplin m'avait dit la même chose il y a un petit temps. Quand il avait vu les Québécois, il se rendait compte, c'est que lui, il avait des bonnes idées, mais qu'il allait pas assez loin dans ses blagues. Ouais. Et le Québécois, il va faire la blague de plus en plus pour aller vraiment au bout de l'idée. Ouais. Et c'est vrai, quand tu regardes Baptiste, c'est toujours... Ouais, il va c'est toujours au bout de l'idée. super loin, ouais. Ça va super loin. C'est super chouette. Mais tu as travaillé avec lui, justement, sur un autre des projets, le Trône des Frogs. Ouais, le Trône des Frogs. Vous avez fait 2 saisons. C'était la première fois que tu étais en charge... Ouais, de la réalisation. En fait, j'ai écrit et co-réalisé la série, ce qui était vraiment merveilleux pour moi, parce que un de mes projets pour le futur, c'est d'essayer de faire de la fiction, des séries, mais j'aimerais bien. Et c'était vraiment marrant. En fait, Baptiste est un mec qui n'est jamais fatigué. Il est tout le temps en pleine énergie. Il y a même une scène où je lui disais, mec, sois essoufflé. Arrive en faisant et il essayait de le faire et on dirait que ça marchait pas. Comme c'était très bizarre. Je dis, mec, on dirait pas que t'es essoufflé là. Il dit, je te jure, je suis au maximum. En fait, il devait dire une très longue réplique, mais très 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 longue, en étant essoufflé. Et en fait, on a dû rallonger la réplique parce que la blague c'était de dire, moi tu vois, je suis arrivé là-bas et à la fin de faire d'accord, et il n'arrivait pas à le faire. Et même à jouer, tu vois, on disait bon bah joue-le. Et c'était très drôle parce que t'as l'impression que le mec est inépuisable, quoi. Ah, il est fascinant, il y a l'énergie qui se passe. Il fait beaucoup d'impro aussi, il pouvait faire des prises différentes à chaque fois, ce qui est génial. Et donc il y a une deuxième saison. Il y a une deuxième saison, je pense qu'il n'y aura pas de troisième, là pour le moment c'est pas prévu, mais j'ai adoré faire la première et la deuxième. Sur la première il y avait une énergie différente, on a essayé, en fait l'idée c'était de mélanger Parks and Recreation et Game of Thrones. Et dans la première saison, on a une idée d'ailleurs qui est dans la saison 7 de Game of Thrones. Je suis très content, je savais pas que ça allait arriver. Il y a une idée scénaristique qui est dans la 7, c'est génial. Je sais pas si je peux le dire parce que ça va être un spoiler, mais en tout cas... Non, juste que c'est un spoiler, donc c'est un spoiler de la 7e saison de Game of Thrones et de la 2e saison du Trône des Frogs. Et dans la première saison du Trône des Frogs. En gros, dans la première saison du Trône des Frogs, c'était des épisodes avec une petite intrigue par épisode, donc il devait se passer quelque chose, puis c'était un épisode clôturé. Et un des épisodes, les mecs ont dit, voilà, on a capturé un marcheur blanc. Les marcheurs blancs dans Game of Thrones, c'est des mecs qui habitent dans le froid, ils ont les yeux bleus, ils sont flippants. Et il dit, voilà, on va essayer de comprendre son langage, on va essayer de l'étudier. Et en fait, dans la saison 7, ils capturent un putain de marcheur blanc. Moi, je suis là, putain, c'est la même idée. Tu les as poursuivis, j'espère. Non, ouais, je vais essayer. Je vais essayer pour essayer de moi perdre l'argent que m'aura coûté un avocat. Et pourquoi il n'y a pas de troisième saison? Je n'ai aucune idée, ça faut demander aux diffuseurs. La deuxième saison a quand même eu beaucoup plus de compliments que la première, parce qu'on a travaillé différemment, parce qu'on avait un peu plus de budget, etc. Et si Comédie, si les chaînes de télé et les chaînes YouTube ou Dailymotion, Internet veut nous aider, nous on est preneurs. Maintenant, on travaille avec Dailymotion et Comédie Plus, ça s'est très bien passé, mais je pense pas qu'ils ont de l'intérêt pour la troisième, peut-être par manque d'audience, peut-être par manque d'intérêt eux-mêmes pour le programme, je sais pas du tout. Et c'est des questions auxquelles moi j'ai du mal à répondre. Je peux que être force de proposition et après les autres décident, quoi. J'ai du mal à regarder quelque chose en me disant je vais proposer le projet idéal. Voilà, je suis un peu trop un mec spontané de projet. Et c'est quoi le projet qui tient le plus à cœur, celui qui n'est pas encore fait, qui tient le plus à cœur, en dehors du documentaire évidemment, mais... Là, je sais pas. T'en as pas un nouveau dans... Ah, mais j'en ai plein des projets. J'ai que ça. J'aimerais bien faire une série de mafieux avec des combats et tout. J'adorerais faire ça. J'ai une série de mafieux. J'aimerais bien faire une série documentaire, en faire plus, parce que le documentaire est superbe. J'aimerais bien aller plus loin dans ça. J'aimerais bien faire un tour du monde, jouer dans beaucoup de pays. J'ai joué dans 15 pays pour le moment, mais j'aimerais bien en faire plus. J'aimerais bien faire une capta l'année prochaine de mon spectacle, quelque chose de joli. Donc, et des séries aussi, comédie, j'ai 2-3 idées, mais ça fait beaucoup de projets. T'as quel âge? J'ai 35 ans, mais j'en fais 23. Et j'ai un hostie de gros pénis. Pardon, c'est ma phrase préférée en québécois, c'est de dire hostie de gros pénis. Et je l'ai dit souvent avec Corinne Côté et Simon Cohen. Et ils m'ont appris à essayer de le dire à peu près posément. J'essaie de le placer à des endroits totalement incongrus. Voilà. Ben moi, c'est toujours ce que je fais avec mon assis de gros pénis. Je le place dans des endroits incongrus. Vraiment, c'est un moment où tu dis, toi, t'aimes bien la natation. Ben, effectivement, je préfère le crawl parce que j'ai un esti de gros pénis et que c'est aérodynamique, que ça me permet de nager beaucoup plus vite. Il y a un appel. C'est une hélice. Ouais, c'est ça. Non, mais j'adore dire ça. Pardon. Est-ce que tu as des projets en dehors de tes projets professionnels?
Mais comme j'ai dit, hein, c'est toujours le projet d'essayer de s'améliorer dans la vie, la communication, mieux se faire comprendre et tout. Je trouve que c'est Tu voudrais avoir des enfants? Pour le moment, non. 35 ans, globetrotter, mais pas d'enfant. Et la porte est fermée ou Franchement, non, je sais pas. C'est une absence d'envie plus qu'une présence de j'en veux pas, si je comprends bien. Ouais, je pense que c'est une absence d'envie, ouais. Et c'est l'impression de soi-même pas être fini aussi. C'est-à-dire, ce serait cool d'être un vrai adulte. Parce que Tu te sens pas adulte? Moi, je pense que je suis un adulte légal, mais je pense pas être un adulte foncier. C'est-à-dire, genre, avec des vraies racines, qui sait, ok, je sais où je suis, je sais où je vais. Qui sait que l'automne prochain, il doit repeindre la clôture parce qu'il sait que c'est à tous les 10 ans. Ouais, c'est ça. Mais je sais qu'en plus, ça n'existe pas, que tous les gens qui ont des enfants m'ont dit, mec, déjà, tous les gens qui ont eu des enfants m'ont dit, mec, c'est dur. Moi, personne n'a eu la méchanceté de me mentir en disant c'est un monde merveilleux. C'est comme ta vie, mais en mieux dans tout. Oui, c'est extrêmement dur. Donc, c'est déjà une décision que je prendrais, si tu veux, si j'ai le choix de prendre la décision, bien sûr, que je prendrais vraiment en réfléchissant. Parce que je me dis, bah, il faut quand même que l'enfant arrive dans un endroit cool pour lui. Ouais, ça, qui débarque pas. Donc, ça, voilà. Et cool pour lui, ça fait partie d'avoir des parents qui ont très envie de l'avoir. Et pour le moment, comme c'est pas le cas, j'ai pas une envie d'avoir des enfants. T'es amoureux en ce moment? Je suis un peu amoureux. Je suis bien, on va dire. Je sais pas, parce que le sentiment amoureux, il est tellement compliqué à décrire. Pour moi, tu as déjà été amoureux? J'ai déjà été amoureux, mais j'ai jamais été amoureux pareil. Oui, à chaque fois. C'est ça. C'est le même repas, mais c'est une autre recette. Ouais, c'est comme pour dire à quelqu'un t'es heureux. J'arrive pas à comprendre ça autrement que est-ce que tu as des problèmes en ce moment et que l'autre dit non, j'ai zéro problème. Mais le sentiment de être heureux, c'est vraiment, c'est vraiment bizarre comme question. Et être amoureux, c'est pareil. Je pense que tu rencontres quelqu'un, tu es bien avec cette personne. Je peux dire que j'ai des gens avec qui je suis bien, mais je peux pas dire amoureux. Non. Pour le moment, tu vois, je veux dire, j'ai pas ce sentiment. Je sais pas le détecter. Il y a quelque chose de dingue. C'est très bizarre, hein, excuse-moi, hein, j'aime être précis. T'as vu comme c'est des questions perso et que je suis gêné par les questions perso, comme j'ai dit juste avant. Je suis obligé d'être super précis, quoi. J'ai l'impression, c'est un vrai problème avec moi. J'ai l'impression que si je suis pas précis, j'ai cassé l'univers. Donc ce n'est pas le cas, hein. Je sais que l'univers va fonctionner et qu'on s'en fout, mais j'ai un problème de ça. Je pense que c'est en rapport avec le jugement, le fait d'être jugé, donc le fait de me dire que des gens m'écoutent maintenant m'oblige à essayer d'être le plus précis possible. Et tu sais que si c'est le cas, deux choses. Première, si tu dis ça je préférais qu'on l'enlève, je le coupe du podcast, évidemment que ça me dérange pas. Mais il y a quelque chose de fascinant, c'est que tu es à la fois pudique mais super volontaire, tu vois, si je te posais... Ça s'appelle le combat, ça s'appelle la bagarre, ça s'appelle que si je reste pudique et que je reste enfermé dans le setup de Yacine maintenant, il n'évoluera pas. Donc en fait, je pense que le seul moyen de devenir une meilleure version de ce qu'on est, c'est vraiment de s'affronter, quoi. C'est super intéressant parce que ta philosophie de vie devient hyper claire. C'est la seule façon d'être heureux, c'est d'être la meilleure personne possible. Version de soi, de qu'on peut, de moi, meilleur Yacine possible, et je sais qu'il y a moyen de faire mieux. Il y a de la marge. Il y a moyen, franchement, il y a du taf. Il y a des fois, moi, je me réveille puis je fais, mais putain, t'es sérieux? Genre, tu sais, à 18 ans, tu te réveilles, t'as fait de merde la veille, tu fais, oh, j'ai déconné. Mais c'est normal, c'est de ton âge, comme dire, je suis tombé alors qu'il y avait 30 cm de neige. Mais d'autres fois, tu dis, sur le plancher, en plein été, paf! Je pense que le pire moment, c'est ça, c'est de savoir que tu as déconné et de se dire je n'arriverai pas à redresser la barre avant quelques mois dans cette tendance mauvaise que j'ai, parce que émotionnellement c'est pas gérable, c'est trop chaud, et tous les shots qu'on a avec tout ce qui est Netflix, les séries, binge-watcher, tout ce délire qui tend à s'évader, juste oublier qui on est pendant 7 heures parce qu'on a regardé Game of Thrones et vouloir continuer à oublier qui on est pendant 2 heures parce qu'on suit des commentaires sur internet. Je pense que le nœud, c'est justement de se dire je crois que je peux m'améliorer, et on n'a pas envie de faire ce taf qui est super relou en fait. Dans le nouveau spectacle, c'est un truc dont je veux parler, de dire je serais un mauvais psychologue parce que les réponses sont toujours super simples, tu vois. Genre, je sais pas si ma femme m'aime, ça fait 31 ans qu'elle me trompe. Ben non, elle t'aime pas, tu vois. C'est juste que tu veux pas entendre ça. C'est ça. Genre, je sais pas si c'est de ma faute, si oui, la réponse est oui. La réponse est oui avant de commencer, tu vois. Je trouve que
c'est des questions qui peuvent paraître snob ou tout ça, mais c'est des questions qui permettent d'être plus content dans la vie. Et comme on parlait tout à l'heure d'être heureux et tout, je pense que le bonheur, c'est l'absence de malheur, en fait. C'est la légèreté, c'est vraiment... Comme on disait tout à l'heure, tu sais, quand on disait « Ouais, comment tu sais que t'es amoureux ?» Bah, tu t'en fous un peu si tu manges pas à midi, et puis c'est pas grave, on mangera que ce soir, ou si t'as raté un rendez-vous de travail parce que t'es devenu important, vu que t'as changé tes priorités. La priorité, c'est passer du temps avec la personne parce qu'elle te comble de joie. L'attraction, pas juste au sens physique, mais vraiment l'attraction. Oui, il y a ces trucs-là. Donc en fait, tous les problèmes qui pouvaient être des problèmes deviennent des options que tu ne choisis pas. Oh bah non, finalement je peux faire ça. Ah oui, c'est vrai, je vais manquer d'argent. Ou ah oui, c'est vrai, je sais pas, je ne vais pas obtenir telle chose que je devais faire. Mais ça devait être un souci, c'est pas. L'autre me dit telle chose qui me vexe un peu. Bon, j'en parle avec ma chérie, avec la personne avec qui je suis bien. Ça me réconforte, ça me met à l'aise. J'ai trouvé un partenaire qui fait qu'on avance ensemble. C'est ça que j'imagine l'absence de gros problèmes. Est-ce que tu ressens l'envie de le transmettre à travers tes spectacles? Ah oui, moi c'est la bienveillance que j'essaie de faire. Ouais, j'essaie de faire ça. Et c'est là le sens dans ton travail aussi, donc. J'essaie, hein. Je dis pas que j'y arrive, j'essaie juste, ouais. J'essaie, et puis justement l'influence d'Eddie Izzard, il y a beaucoup de discussions des fois qui ont été vraiment intéressantes parce par exemple, il donne pas de conseils tout fait. C'est pas quelqu'un, et puis il ne donne pas d'avis tout fait. Il va pas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il a jamais vu un spectacle ou un passage. C'est que moi, comme je te disais que c'était un Jedi, je suis trop content s'il a un avis. Tu vois, c'est genre quelqu'un que t'admires. Voilà, tu dis ah ouais. Si j'ai fait des premières parties, s'il dit ah c'était sympa ce soir, pour moi c'est l'euphorie, mais il dit pas waouh quelle bonne blague. Il va dire le public était content et tout, mais c'était vraiment d'une façon très simple. Pas du tout détaillé ni technique. Et ça c'est vraiment important pour moi. Je sais plus du tout où je voulais en venir avec ça, mais en gros, faire passer quelque chose de positif dans le spectacle, c'est important. J'essaye d'éviter les blagues de moquerie. Je sais que j'ai pu en faire. Je sais que je trouve ça drôle, même quand des gens en font, mais je sais que c'est pas forcément ce qui est le mieux pour moi. Les blagues de moquerie pure, c'est très drôle. Par exemple, les blagues racistes, c'est à pleurer de rire. Les blagues racistes, c'est pour ça que les gens en font. Alors bien sûr, il faut arrêter d'en faire et c'est mieux de pas en faire. Mais comme Louis C.K. dit, c'est mal, mais les accents sont drôles. Alors essayons de... Tu sais, c'est comme manger des hamburgers. C'est mal pour le corps. Mais de temps en temps, effectivement, tu as envie parce que le goût est délicieux. Tu sais que ça te nourrit pas. Il n'y a rien dans le burger qui va être génial pour ton corps. C'est de la viande. C'est pas bon, la viande, d'en manger beaucoup. Le mélange viande-fromage, ton cerveau, on n'est pas fait pour ça, les êtres humains. Tous ces éléments qui font que le burger, c'est génial, sont aussi pas forcément sains. Alors, le truc, c'est de trouver le bon équilibre entre donner un discours qui essaie d'être positif et qui essaie d'être sain, avec des blagues qui sont kiffantes. Travail d'un bon cuisinier. Et donc, tu n'auras jamais une fatigue de faire ça. Tu vas toujours être content parce que tu auras toujours une nouvelle version de toi-même que tu vas vouloir tester sur scène et des nouvelles idées, il y a un nouveau discours. En fait, c'est l'avenir qui le dira, mais il y a des moments où j'avais bof envie et tu fais ouais, j'ai pas trop envie là. Est-ce que tu es fier de toi aujourd'hui? Non, pas spécialement, mais je suis pas honteux non plus. Je crois que je suis ni fier ni honteux. Franchement, je suis content d'avoir fait des projets que j'avais envie de faire. Je suis content déjà d'essayer de toujours vouloir faire des choses mieux, c'est-à-dire de ne pas rester dans ma zone de confort. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je peux dire « je suis vraiment très content », mais je n'ai pas genre Yacine Bellous « Waouh, putain, je suis fier d'être moi ». Dernière question, c'était quoi ton jouet préféré quand tu étais jeune? Je pense que c'était... moi, j'adorais les Transformers. Je sais pas pourquoi, parce que... C'était génial de pouvoir le changer. Ouais. T'avais 2 jouets en un. J'avais 2 jouets. Il y avait le truc, déjà, quand t'obtenais le jouet, il était sous une des 2 formes. Donc moi, comme tout le monde le fait, bien sûr, les modes d'emploi, c'est pour les lâches. Ouais, c'est ça. Les faibles. Les faibles, d'accord. Il n'y a que pour les Lego que tu es obligé d'avoir un mode d'emploi, mais sinon, c'est les lâches et... c'est les gens qui connaissent rien aux robots, qui n'ont rien compris aux Transformers. Ouais, ça. Et à 7 ans, tu sais comment ça fonctionne. Hey, tu l'as vu à TV. Voilà, donc moi j'essayais de transformer le robot tout seul, puis de le retransformer après derrière. Et voilà, je pense que ça c'était mes jouets préférés. Je vais juste terminer avec... On parlait de ce côté-là, donc de jeu, peut-être un peu geek.
je crois qu'une des choses qu'un humoriste a fait qui m'a le plus impressionné, c'est toi. Ah ouais? T'as une arcade à ton nom. Ouais. À ta gloire, qui était au Théâtre du 10h. Je sais pas s'il est encore là, mais... J'aime les idées stupides validées par des démonstrations qui ont un sens. Alors, l'idée stupide, c'était d'avoir une borne d'arcade avec un jeu vidéo en 3 niveaux qui parle de stand-up et avec moi en star à l'intérieur. Ça n'a aucun sens. J'ai été voir la production Juste pour eux en leur disant, écoutez, voilà, moi je pense que c'est intéressant de mettre ça parce que c'est quelque chose de novateur que personne n'a fait et que c'est fun à faire. Et ils ont dit, oui, ok, on va produire ça. Donc j'ai engagé un mec qui sait faire des jeux vidéo qui s'appelle Keck, qui est aussi dessinateur. J'ai engagé Adrien Méniel qui fait aussi donc des dessins pour faire un des dessins. C'est un de ceux qui... Le 3e niveau. Je crois qu'Adrien Méniel est une des personnes qui fait le plus rire au monde. Mais oui. Même le suivre sur Instagram, c'est très drôle. C'est toujours rigolo. Sur Twitter, il est trop marrant. C'est un génie de Twitter. En anglais et en français aussi. Il est drôle dans les deux comptes. Donc, il y avait 3 niveaux et ça parlait de stand-up. Donc il y avait le premier niveau, tu écrivais tes blagues. Donc c'était une dédicace aux jeux des années 80 comme Mario, jeu de plateforme où tu sautais de plateforme en plateforme et tu devais sauter vers le haut. Et derrière il y avait une page jaune, tu sais, comme écrit Seinfeld dont je suis grand fan. Il écrit sur du papier jaune célèbre où il écrit ses blagues. Il y avait des gribouillis écrits à chaque fois que tu prenais un rond vert qui était un rond qui te donnait des idées. Et à chaque fois que tu prenais un rond rouge, c'était un rond qui te faisait procrastiner. Ce qui fait que l'écran défilait vers le haut. Toi tu étais bloqué sur une plateforme en train de manger des chips et regarder la télé, ou en train de lire des BD, ou en train de draguer des filles, ou en train de faire des choses qui sont de la procrastination par rapport au travail. C'était niveau 1. Plus tu prenais des trucs verts, plus tu écrivais des blagues. Les feuilles s'accumulaient et au bout d'un certain temps, tu avais 60 minutes de stand-up. Quand tu as 60 minutes de stand-up, niveau 2, faut trouver du public. Il y avait un jeu comme les Lemmings, tu devais récupérer plein de public à l'intérieur de Pigalle dessiné en cartes et tu marchais. Et à Pigalle, il y a des toxicos et des prostituées, donc il fallait éviter les toxicos et il fallait éviter les sex shops parce qu'ils te piquer ton audience. Chaque fois que tu passais devant un, les mecs disaient ouais, du cul, c'est obligé, c'est plus fort que les blagues, donc ils te piquaient ton audience. Niveau 3, c'était comme Guitar Hero, mais c'était en comédie. C'est-à-dire que toi, tu devais faire des haut, bas, droite, gauche avec des boutons, combinaisons et tout, et tu avais un micro, et il y avait un groupe que j'adore qui s'appelle les Romanesques qui chantait des chansons, et quand tu faisais au bon instant, bon moment, le public rigolait, et quand tu faisais au mauvais moment, le public ne riait pas. Et plus ça rigolait, plus il y avait un écran qui disait marrant, moyen marrant, très marrant, très très marrant, hilarant, pas marrant, bof, moyen, etc. Est-ce que le niveau ultime c'était Yacine? Non, mais t'étais tout le temps moi, tu incarnais moi. Et le but c'était de se dire, le but c'est que le personnage de Yacine il fasse un bon spectacle. Parce que c'était à mon spectacle et que c'était pour faire patienter les gens pendant le truc. Ce qui est cool, parce que la bande d'arcade, tout le monde l'a tagué. Beaucoup de gens ont écrit dessus, Davy Mourier, Pénélope Bagieux, Kian, Navo. C'était en 2011 au Théâtre de 10h et j'essayais d'inventer des concepts. Comme le Golden Ticket, qui est un concept où en fait tu payais 80 €. Non, c'était 87,68 €. C'était un chiffre que j'ai inventé exprès pour faire une somme extrêmement chère. Mes places sont à 15-20 € maximum, tu vois. Parce que c'était une salle de 100, donc ça n'avait pas de sens de payer 80 € pour rentrer dans une salle de 100. Et en fait, le concept, c'est que tu es sur scène, assis sur un trône, avec la personne de ton choix, tu as du champagne et des sushis, et c'est pour foutre la rage aux gens du public. Tu es le plus près de moi, et tu as une sonnette, tu as le droit à 2 sonnettes. À chaque fois que tu fais ting, tu as le droit à 2 pas marrants. Tu me regardes et tu dis pas marrant, et moi je dois changer la blague pour qu'elle te plaise. Et ça, je l'ai fait une dizaine de fois, et c'est merveilleux. Ah, putain, et les gens donc venaient, payaient. Ouais, ils payaient. Alors des fois c'était un cadeau pour un permis. Des fois c'était des potes qui le faisaient parce que c'était un délire. Parce que moi, voilà, genre Pierre Cross et Ben Demey, Benjamin Demey qui est producteur. À l'époque, il était débutant producteur. Pierre Cross n'avait pas sa chaîne. Il est youtubeur maintenant et ils ont fait ça. Et t'avais une bouteille de champagne et des sushis. Eux, ils ont monté une bouteille de vodka et des sushis. Et en fait, au milieu du spectacle, ils étaient déjà sous et ils riaient. Et en fait, voilà quoi, j'ai fait un spectacle avec 2 gens sous à côté de moi. Mais c'était bon enfant parce que c'était des gens jeunes, en pleine forme, qui riaient. C'était pas gênant, des gens mal au point, tu vois. Ah, mais de toute façon, si on commence à raconter ce qui s'est passé dans des coulisses de festivals. Ouais, c'est 5 heures de podcast, je te demande pardon, j'étais un peu... non, c'est parfait. La loge la plus bizarre que tu as vue, tu as un souvenir?
En fait, je peux te décrire le stand-up le plus bizarre que j'ai vu, effectivement. Ouais, la loge était un endroit, en fait, c'était un loft. Il y a un truc qui s'appelle Loft Art. C'est une soirée dans un loft à Montréal, tous les vendredis. Je conseille aux gens d'y aller, mais comme je disais, donc un peu germophobe et j'aime pas la drogue en général. Je suis pas fan, donc la weed, la beuh, tout ça. L'odeur me dérange un peu. Et en fait, j'étais dans un endroit où en fait c'est un loft, on joue là-bas, mais donc comme c'est un loft, le public a le droit de fumer. Oh, et ils fument tous de la beuh. Parce que c'est un loft en fait, donc c'est comme une grande fête. Ah, et oui. les fêtes à Montréal, les gens m'ont dit, tu sais, à Montréal, le pot, la weed, il y en a quand même un peu, tu vois. et on va dire que c'est presque toléré, c'est ok, tu vois. Ils sont ce qu'ils appellent green friendly. Ah, oui. Moi, je suis arrivé dans l'endroit où il y avait le plus grand nuage de bœufs ever. Depuis Woodstock. Dans les loges, partout, les gens fumaient de la beuh, il y avait des chichas à bœufs et mon putain. public était foncedé. C'est-à-dire que quand Ouais. j'ai commencé à jouer, les gens étaient gelés, ils étaient déjà, il y en a qui à moitié dormaient et tout. Et comme moi, dans mon spectacle, je fais beaucoup de voix, moi je me suis dit merde, je vais faire un énorme bide. Et comme je change ma voix, je suis clownesque en fait, Oui. je les ai fascinés. En fait, ils étaient comme devant un dessin animé qui clignotait, ils étaient là, waouh! Et ils rigolaient fort parce qu'ils étaient défoncés. J'étais un énorme Mars. Eux, ils avaient les munchies et je suis arrivé, j'étais le Mars de la soirée. Donc, les coulisses étaient super spé parce que c'était la chambre d'un gars. On m'a dit, voilà les coulisses. Et c'était la chambre d'un colocataire. Donc, je me suis assis sur un lit avec un édredon et c'était pas du tout des coulisses. Voilà. Ça, c'était, je pense, l'endroit récemment le plus étrange que j'ai fait. Parfait. Je sais que ça fait 4 fois que je dis que c'est la dernière question. Donc, Moi, ça me dérange pas, je peux parler 7 heures. Hein. Tu sais qu'en plus, comme je pense qu'on a un souci de vouloir parler de soi, c'est la preuve totale que je peux parler de moi longtemps. Ça doit être une des maladies bah non, mais en même de temps, l'humour des humoristes, quoi. t'es la personne dont tu connais le plus d'anecdotes, toi. Ouais, ça c'est vrai que je connais beaucoup d'anecdotes sur moi. Tu connais personne mieux que toi. T'as beaucoup d'anecdotes sur ta mère, je suis sûr, mais pas autant que sur toi-même. Ah ouais, c'est sûr. Moi j'en ai beaucoup sur moi-même. T'as dit sur toi-même ou sur ma mère? Non, j'en ai beaucoup sur moi-même. J'ai compris, j'en ai beaucoup sur ma mère. Je vais pas aller... J'en ai plein sur ma mère, mais j'en ai plus sur moi. Parce que c'est vrai que je les ai fréquentés, mes parents. Je les connais. Je les connais pas mal. Ils me reconnaissent dans la rue. Ah ouais? Depuis que je suis petit, ils savent. Ils savent je suis qui. Ils savent je suis qui. Donc, où est-ce qu'on peut te voir la prochaine fois? Parce que le documentaire, j'imagine que tu sais pas encore quand il va être diffusé. Le documentaire, ce sera en décembre. Justement, je pense que moi, je vais jouer aussi en décembre à la Nouvelle Scène. En même temps qu'Eddie Izzard, je vais faire mon show normalement là-bas. Et puis, il y a aussi pardon. Je fais une soirée qui s'appelle Première fois. Oui, donc c'est une fois top. par mois à la Nouvelle Scène également. Des gens qui doivent venir et ce qu'ils font sur scène, ça doit être la première fois qu'ils le font. Ouais, exactement. C'est merveilleux comme concept. Écoute, merci. Ouais. Nous, on est trop contents et en fait, c'est des choses qui sont assez exclusives et bizarres à voir. Donc, on est très contents de faire la soirée. C'est mensuel à la Nouvelle Scène. Parfait. Ben écoute, merci. Puis on peut te rejoindre sur si tu fais ta promo via Facebook, Twitter. Facebook, ouais, c'est très important. Ouais, c'est les sources les plus communes pour moi. Ça veut rien dire. Oh, je vais refaire ma phrase. Je commence à être fatigué. Je fais de la promotion sur Twitter et Facebook. Donc si les gens veulent se tenir au courant, c'est là qu'il faut qu'ils s'inscrivent. Donc Yacine Bellous. BELHOU2SE. Voilà. Yacine, ça devrait aller. Yacine, ça va aller. C'est avec un C. Ouais. Maintenant, tu sais que dans Starbucks, dit Joe. J'en ai vraiment marre que les gens disent quoi? Hein? Je m'appelle Yacine. Quoi? Peut-être comme un faux prénom. Donc je dis Joe. Et les gens te regardent et ils font hein? Moi j'attends qu'ils me disent mais vous venez d'où? Et je dis des States. Super fort et mal. Elle dit what do you want to do? Tu vois, je parle anglais. File-moi mon latte. Et puis après ça, tu peux lui dire tu sais pourquoi je viens des States? Tu sais à quoi tu peux dire que je viens des States? Parce que j'ai un asti de gros pénis. Ouais, mais c'est la boucle qui boucle tout. Mais c'est merveilleux. T'es extrêmement fort en Thanks, mate. Merci beaucoup. À Merci bientôt. toi. Franchement, merci. Bon, bye.